Bienvenue chez Les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Je suis Domiti Roux, la Community Manager de l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Bataille-Ambert. Ses professeurs disaient de lui qu'il était mauvais élève au lycée. Et pourtant, il est aujourd'hui l'auteur et le co-auteur de plusieurs ouvrages portant entre autres sur son métier d'aide-soignant dans le civil et dans l'armée. Alors Alexis Bataille, j'ai bientôt 30 ans, au mois de septembre. J'ai été aide-soignant pendant plusieurs années. Maintenant, je termine mon cursus d'infirmier, donc a priori, je serai diplômé au mois de juillet. Au-delà de mes activités de soignant, j'ai aussi une activité d'auteur. Et maintenant, bientôt consultant pour une grande entreprise. Ok, tu vas pouvoir nous raconter tout ça en détail. Alors à la base, au début de ton parcours, pourquoi est-ce que tu es devenu aide-soignant ? Pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers le soin ? En fait, le choix de devenir soignant, ça s'est tout de suite concrétisé dès l'enfance, parce que dans mon milieu familier, il y avait énormément de professionnels de santé. Et puis en fait, tout naturellement, au moment du choix décisif de la fin du collège, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette carrière sans forcément avoir de grandes convictions, mais en tout cas j'avais envie d'aider les autres. Et comme j'étais pas un très bon élève, on m'a orienté vers un BEP Carrière sanitaire et sociale, qui m'a permis vraiment de développer mon regard que je pouvais avoir sur le monde de l'hôpital, et puis de faire un choix professionnel qui était celui de devenir aide-soignant. Et est-ce que tu pourrais tout simplement nous raconter les débuts de ton parcours d'aide-soignant ? Alors donc la première fois que j'ai vu un patient, parce que c'était assez important, c'est une rencontre importante. Donc comme j'étais en PP carrière sanitaire et sociale, le premier patient que j'ai vu, j'avais 15 ou 16 ans. La première toilette que j'ai réalisée, j'avais 15 ou 16 ans. Maintenant, c'est plus d'actualité. Ah oui, c'est jeune, C'est ça, dis terminé. donc, ouais. Et ensuite, lorsque je suis entré en formation AS, effectivement, là, le choix s'est confirmé. Et les débuts étaient beaucoup moins difficiles dans le sens où j'avais déjà eu ma petite expérience de soignant, à la fois à l'hôpital, mais aussi dans d'autres établissements. Et avant d'entrer dans ma formation, j'avais eu la chance d'être ASH de nuit dans un EHPAD, où là, entre guillemets, j'ai déjà pu me rôder au vrai quotidien, parce encore une fois, entre ce qu'on peut apprendre dans une formation et la réalité, il y a parfois un gap. Mais en même temps, ça m'a simplement confirmé que j'aimais ce métier et que j'avais envie de poursuivre là-dedans. Et j'ai eu la chance de faire des stages dans un même centre hospitalier, l'ensemble du parcours, ce qui m'a permis vraiment de développer tout un panel de prise en charge qui m'a servi par la suite lorsque je me suis engagé dans l'armée. Donc, tu as eu des premières expériences très jeunes en tant que soignant. Comment est-ce que tu t'es intégré dans une équipe qui, à mon avis, comportait des personnes plus âgées, qui avaient plus de bouteilles dans le soin ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors pour nous, en tant que garçon, alors c'est absolument pas un propos machiste, mais c'est vrai qu'on a cette étiquette de gentil, de gros bras, d'aide supplémentaire. Donc dans un service, en règle générale, lorsqu'on a un garçon, ça se passe toujours à peu près bien. Mais je dirais que j'ai même plutôt développé ma fonction AS en dehors des stages. C'était plutôt au sein de ma promotion. Parce que la formation AS, on était à une époque où on ouvrait énormément les vannes parce qu'on avait un gros besoin d'aides-soignants, ce qui est toujours un petit peu le cas maintenant, mais cette époque-là, c'était le début. Et dans ma promotion, il y avait des personnes beaucoup plus âgées que moi, qui avaient leurs propres expériences professionnelles, et moi j'étais quand même un petit peu le petit jeune de l'aventure. Et c'est vrai que c'est auprès d'elles, parce qu'il y avait une majeure partie de femmes, auprès d'elles j'ai appris beaucoup de choses, à la fois sur le plan professionnel, parce qu'elles avaient des choses à m'apporter, mais aussi sur le plan humain, parce que je sortais de chez papa-maman et que j'avais certainement besoin aussi d'être un peu dégrossi. Donc auprès d'elles, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, y compris dans ma fonction d'AS. Tu disais tout à l'heure qu'il y a un écart parfois entre la formation et la réalité sur le terrain. Est-ce que toi, tu as pu constater quelque chose de cet ordre-là entre ta formation, même si tu l'as commencé très jeune, et tes premiers stages et tes premières expériences en tant qu'aide-soignant ? Il y a forcément une différence parce que la théorie, mais je dirais que même dans le quotidien, la théorie et la pratique, il y a toujours quelque chose de très différent. Alors sans forcément que ce soit négatif, mais effectivement entre ce qu'on nous apprend en formation, alors que ce soit en BEP, que ce soit en formation AS,
et après ce qu'on pratique sur le terrain. Bien évidemment, il y a des choses qui ne se ressemblent pas, parce qu'il y a l'organisation des soins qui s'impose à nous, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des difficultés ressources humaines, financières, d'organisation même du parcours du patient. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Ça n'a pas forcément été un frein, mais du coup, on apprend à être beaucoup plus créatif, beaucoup plus innovant. Parce qu'il faut s'adapter perpétuellement. C'est quand même une qualité première des soignants, et c'est certainement parce qu'il y a ce gap aussi qu'on gagne en adaptabilité beaucoup plus vite que les autres, certainement. Donc pour toi, c'est ce gap qui donne naissance un peu à l'innovation dans le soin? On a une base sur laquelle on s'appuie, qui est la théorie. Et en fait, une fois qu'on arrive face à un patient, bien évidemment, on se dit, oula, mince, qu'est-ce que je vais faire? Mais parce qu'on a cette base, parce qu'on a ces acquis qui existent, qui préexistent déjà, on est capable de sortir un peu du cadre pour aller chercher des choses dont on n'a pas forcément la pleine compétence. Mais on sait qu'au cas où, lorsqu'on se sent un peu moins à l'aise, on pourra revenir dans le cadre très facilement, même si ça reste très conventionnel et qu'on sera peut-être un peu frustré de ne pas être allé au bout des choses. Pour autant, on sait qu'on peut toujours s'appuyer sur cette théorie. Et je crois qu'au quotidien, dans ma vie professionnelle, c'était un peu ça, c'était cette capacité à sortir du cadre, au-delà de mon expérience individuelle, hein, mais vraiment, tous mes collègues ont vraiment eu cette habitude de sortir du cadre et d'y revenir si vraiment il y avait eu un problème ou lorsqu'ils se sentaient un peu moins à l'aise. Et est-ce que tu as un souvenir d'être sorti du cadre et que ça a été bénéfique pour le patient ou un moment qui t'a marqué dans ce sens-là? J'ai pas mal d'expériences de ce style-là. Alors je vais parler d'une expérience militaire. Lorsque je suis parti en mission, qui était la mission Tamarin, donc en 2015 pour lutter contre la pandémie Ebola, le service santé a développé un centre de traitement des soignants, dans lequel on accueillait donc des soignants contaminés par le virus Ebola, et nous, professionnels de santé, on gravitait autour d'eux. Plusieurs fois, on est sorti du cadre parce que ces patients qui étaient isolés dans notre centre de traitement avaient besoin de voir leur famille. Ça reste un besoin très primaire, très naturel. Ils avaient besoin de voir leur famille. Et ce centre de traitement s'est adapté en sortant un peu du cadre, un peu, hein, bien évidemment, en développant un espace famille qui leur permettait, avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer, mais qui leur permettait quand même de se voir, de rencontrer leur famille, de faire passer des messages, de faire passer aussi de la nourriture, de faire passer des photos, de faire passer des dessins, tout en ayant quand même un contact plus ou moins rapproché, alors encore une fois avec toutes les contraintes que ça suppose, mais un contact plus ou moins rapproché avec leur famille. Et pour moi, je trouvais que c'était formidable de s'octroyer un peu cette sortie de cadre, parce qu'on aurait pu très bien dire que non, on n'organisait aucune visite, parce que pour nous aussi ça représentait un danger, celui d'être contaminé par du virus. Mais on s'est décidé quand même à l'organiser, et en définitive, ça a plu à tout le monde. Et lorsque la pandémie Ebola a flambé, on a su revenir aussi dans ce cadre et interdire momentanément les visites à l'espace des familles. D'accord. Donc c'était une première, enfin pas forcément la première, mais c'était une expérience d'innovation pour toi dans ce cadre-là. Bon, je sens que tu brûles de nous parler de ton expérience militaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça t'est venu et pourquoi est-ce que tu as décidé d'orienter ta carrière vers l'armée? Bon, en fait, à vrai dire, je voulais m'engager dans l'armée depuis que j'étais tout petit, mais lorsque j'ai choisi de devenir soignant, c'est un peu éloigné en me disant, de toute façon, les soignants dans les armées, ça n'existe pas. Et encore moins des aides-soignants. Donc j'avais mis ce rêve de gosse un peu de côté. Et puis en fait, lorsque j'ai eu mon diplôme, je suis allé, une semaine ou deux après l'obtention de mon diplôme, je suis allé à un salon étudiant accompagné des amis. Et il y avait un stand du service de santé des armées. Donc par curiosité, je suis allé un peu échanger avec eux. En fait, ils m'ont dit que c'était tout à fait possible de devenir aide-soignant militaire sans problème. Et qu'il suffisait simplement de faire un dossier d'engagement, ce que je me suis précipité de faire. Et donc ça, c'était en janvier 2013, et en septembre 2013, j'intégrais ma première affectation. D'accord, et comment ça se passe entre du coup ton expérience dans l'hôpital et puis ton expérience militaire? C'est quoi les principales différences? Comment est-ce que ça s'est passé au début? Alors lorsque tu es donc militaire infirmier, technicien des hôpitaux des armées, c'est notre statut, comme il l'indique, tu es d'abord militaire. Donc on reçoit une formation militaire qui n'est pas très longue, qui est de 4 semaines en école de gendarmerie,
où en fait on t'apprend les rudiments de la vie militaire, c'est-à-dire l'ordre serré, le garde à vous, la Marseillaise, la marche au pas, Te lever tôt. te lever tôt, le maniement d'une arme aussi, hein, qui fait Ouais. partie de notre quotidien. Mais on a cette spécificité quand même d'exercer une activité professionnelle qui est quand même pas singulière au sein des armées. Et même si les armées nous considèrent d'abord comme des militaires, au fond de nous-mêmes, on est d'abord quand même des professionnels de santé. Et c'est ce qui se voit dans les hôpitaux militaires, où l'activité qui est proposée, l'activité de soins, elle est quand même essentiellement concentrée sur une activité civile, ouverte aux civils, parce que la plupart des hôpitaux militaires accueillent des civils plutôt que des militaires. Et quelque part, on pourrait dire c'est tant mieux, parce que ça veut dire que les militaires se tiennent pas trop mal, sont plutôt en bonne santé. Et on s'occupe aussi des ayants droit, donc les familles, les enfants, les anciens combattants. Et là, c'est vraiment notre cœur d'activité. Moi, j'ai travaillé dans des services de chirurgie, où là, puisque la plupart des hôpitaux militaires sont des trauma centers, on accueillait des blessés militaires ou des blessés civils. Par exemple, lors du Bataclan, on a accueilli des blessés dans les hôpitaux militaires, qui étaient donc des blessés balistiques par balle, mais des blessés civils. Sinon, dans d'autres activités, ce sont des blessés militaires. D'accord, donc dans ton quotidien, dans ton activité, tu portes plus une blouse blanche que ton uniforme militaire. J'étais rarement en treillis. Et est-ce que tu as fait des opérations, alors des OPEX, t'en as fait plusieurs? Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué? Comment est-ce que tu as vécu le soin à l'étranger? Une seule mission, qui était donc la mission Tamarin en Guinée-Conakry, qui pour le coup était une OPEX un petit peu différente, puisqu'il ne s'agissait pas d'un théâtre de guerre. Voilà, c'était vraiment quelque part une mission quasiment humanitaire, dans le sens où on allait apporter notre expertise de professionnel de santé à un pays ami. Donc c'était une super expérience. Pour moi, c'était la première fois que j'allais en Afrique subsaharienne, dans un pays que je ne connaissais pas du tout, y compris sur la carte du monde. J'ai dû m'enseigner pour savoir où c'était. Très très belle expérience, parce que ça nous a permis d'une part de développer une expertise dans le champ du NRBC, donc nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, en particulier donc bactériologique, qui quelques années plus tard nous a bien aidé lorsqu'il s'agissait de vaincre la Covid. Et puis la collaboration aussi avec le service santé local, où là on s'aperçoit que même si les pratiques, même si les moyens sont différents, le fond est le même, et l'envie d'aider, l'envie de soigner, l'envie de faire évoluer les prises en charge est la même. Et ça, c'était quand même très très intéressant pour nous, et en tout cas à ma place d'aide-soignant, c'était quand même très formateur. Et ça m'intéresse que tu reviennes un petit peu sur l'exemple que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'on peut s'imaginer que c'est encore plus difficile de sortir du cadre dans l'armée. Parce que l'armée, c'est par essence, pour moi, l'endroit où c'est extrêmement cadré, où c'est très codifié. Comment est-ce que vous avez fait pour prendre la décision commune d'organiser cet espace famille? Est-ce que vous avez dû, en quelque sorte, pour déroger aux règles, est-ce qu'il a fallu désobéir en quelque sorte? Comment est-ce que ça s'est passé pour la naissance de ce projet-là? Une équipe pluriprofessionnelle a été réunie sur le camp pour un petit peu réfléchir à cette organisation. Bon, il faut savoir que dès le début, tout a été placé sous le signe de l'innovation et de la création, parce que lorsque mes collègues, moi je n'étais pas sur l'équipe qui est arrivée en premier, mais mes collègues qui sont arrivés en premier ont pris possession d'un terrain vide. Il a fallu, dès le début, sur une page blanche, imaginer un centre de traitement des soignants avec le parcours patient, avec les différentes zones, avec l'organisation des soins qu'on pouvait développer à l'intérieur. Pour le coup, dès le début, on était sur une mission innovante et créative. Et pour donc l'espace des familles, c'était à peu près le même process. Donc une équipe pluriprofessionnelle était réunie. On a réfléchi aussi en collaboration avec les psychologues et la psychiatre du camp, la façon dont on pouvait, sans créer de la souffrance pour les patients de voir leur famille, mais ne pas pouvoir les toucher, ne pas pouvoir les sentir, comment on pouvait organiser cet espace famille. Puis on a aussi demandé leur avis aux patients directement. Ça peut servir. Ça peut servir pour savoir eux si c'était un réel besoin, si la façon dont on leur présentait le projet, ça leur convenait, parce qu'après il ne s'agissait pas encore une fois de créer de la souffrance ou une certaine frustration vis-à-vis de ce qu'on leur proposait. Et on avait la chance, entre guillemets, d'avoir en tant que patient des professionnels de santé qui du coup ont su prendre beaucoup de hauteur sur ce qu'on leur proposait, et aussi imaginer le bénéfice
sanitaire que ça pouvait leur octroyer au-delà du simple fait de faire passer du poisson et du riz. Il y avait vraiment autre chose derrière tout ça. Donc voilà comment ça s'est organisé et ça s'est fait très vite parce qu'il y avait un besoin en fait qui s'est exprimé et qui était quasiment urgent. Donc on a organisé ça très rapidement avec le service santé des armées et le régiment de dragons qui était présent avec nous sur le site, qui est lui une spécialité donc de prise en charge du risque NRBC. Et a priori, dès le début, ça a bien matché et c'est un concept qui a été perpétué jusqu'à la fin de la mission. D'accord, donc vous avez fait du design thinking presque sans le savoir en fait, en voilà, observant vraiment... Sous la tente, sous 60 degrés, c'était... Ouais, les cerveaux devaient bien chauffer, c'est le but justement d'une session d'idéation. Et donc là, plus récemment, tu es retourné sur les bancs de l'école pour faire ta formation d'infirmier, d'aide-soignant à aide-soignant dans les armées à infirmier. Comment est-ce que tu as pris cette décision de retourner sur les bancs de l'école ? En fait, je me sentais assez limité Enfin, assez limité. Je me sentais limité dans mes prises en soins et j'avais envie d'en savoir plus et vraiment de développer ma prise en charge auprès des patients. Et donc, en tant qu'aide-soignant, la seule possibilité de le faire, c'était de devenir infirmier. Donc j'ai décidé de faire cette formation. À l'époque, on peut encore parler d'époque, puisque maintenant ça a encore bien bougé, mais il fallait passer un concours. Il y avait un concours qui nous obligeait à candidater donc dans les IPSI. Donc, je passais ce concours en 2017. À l'époque, j'étais encore militaire, mais je savais que je quittais l'armée en 2019, puisque j'avais bien anticipé le projet. Donc, en 2017, j'ai su que j'étais pris en IPSI. J'ai patienté 2 ans avant d'entrer à l'IPSI. Et puis ensuite, en 2019, ça s'est fait. Donc, je suis retourné chez moi dans le Grand Nord de la France, chez mes parents. J'ai retrouvé ma chambre d'adolescent. Et puis, pendant 3 années, donc qui se terminent maintenant, j'ai suivi la formation d'infirmier. Avec cette chance d'avoir une expérience professionnelle passée. Et je crois que c'était... notre force, parce qu'on a un groupe d'aides-soignants en formation professionnelle, c'est notre force parce qu'on a une appréciation différente des soins, on connaît le côté positif, mais aussi le côté négatif du travail, de l'organisation à l'hôpital, de l'organisation des soins, des patients également, parce que c'est pas quand même un public toujours facile, et ça peut tout à fait se comprendre, peut-être que les soignants ne le sont pas non plus. Et puis on sait dès le début ce que les équipes peuvent attendre d'un étudiant, d'un stagiaire. Donc notre place, notre façon d'être et nos connaissances sont quand même, je pense, une force. Puis auprès de nos petits camarades, on a aussi appris plein de choses. C'est vrai que lorsqu'on a 18 ou 19 ans, on apprécie les choses différemment. On a une fraîcheur que parfois on a déjà un peu moins. Une fraîcheur d'idées, une fraîcheur d'innovation, puisque c'est un peu le sujet de ce podcast, d'innovation, de création. Donc c'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win entre tout le monde. Et tes premiers stages, vu que les stages en première année, ils sont quand même plutôt centrés au niveau des compétences justement de l'aide-soignant, si je ne me trompe pas, comment ça s'est passé ? En fait, tu as fait des stages sur des terrains que tu connaissais déjà très très bien en fait. Est-ce que tu as pu faire d'autres stages par rapport aux étudiants qui étaient en formation initiale d'infirmier ? Alors, le premier stage a été octroyé d'office aux aides-soignants en formation professionnelle, donc je ne suis pas allé en stage premier semestre. Et puis au deuxième semestre, j'ai commencé mon stage dans une maison d'accueil spécialisée, donc auprès d'un public que je ne connaissais pas pour le coup, qui était un public de personnes en situation de handicap. Mais en fait, très rapidement, il y a eu notre sainte Covid qui est arrivée, donc j'ai été acquisitionné à l'hôpital militaire, où j'ai passé 6 semaines en réanimation pour justement accompagner mes petits camarades qui bossaient sans relâche déjà depuis plusieurs semaines. Et puis apporter, entre guillemets, mon expertise, puisque j'ai retrouvé pas mal de petits camarades que j'avais vus lors de l'opération Tamara en Guinée. Ce qui fait que la première année, pour moi, elle a été entrecoupée de cette expérience Covid. Et ensuite, les autres stages, puisqu'on était déjà dans une dimension différente, c'est-à-dire vraiment avec un statut d'étudiant en soins infirmiers, là, c'était différent, où j'ai vraiment pu apprendre un nouveau métier. Moi, je le dis à chaque fois, cette formation, même si j'ai mon expérience, j'apprends réellement un nouveau métier. En parlant de nouveaux métiers, on peut aussi parler de ta carrière d'écrivain et d'auteur, parce que tu as aussi cette casquette-là. Quand est-ce que tu as commencé à écrire et pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ? Je crois que ton premier ouvrage, ça a été justement les outils, une boîte à outils à destination des aides-soignants, c'est ça ? Alors non, mon premier ouvrage... raté. Non, c'est pas grave. Le premier ouvrage, c'était « Vous avez mal où ?» Et en fait, c'était le fruit d'une page Facebook. Donc la base de cette écriture, la base de l'écriture, c'était une page Facebook que j'avais ouverte
durant l'été 2017. Je ne savais pas trop quoi faire et donc j'ai décidé qu'une fois par semaine, j'allais raconter une anecdote de soins. Alors sous tous les versants, hein, comique, dramatique, apprenant. Je me suis dit que toutes les semaines j'allais faire ça. Et puis en fait assez vite, ça a pris, ça a trouvé son public. J'ai eu la chance surtout d'être soutenu par Bernadette Fabregas, qui à l'époque était rédac-chef d'infirmier.com, un site communautaire qui avait quand même pignon sur rue pour moi. Donc c'était un sacré tremplin, puisque très vite, grâce à Bernadette qui relayait aussi elle-même les chroniques sur le site, la page a bien grandi très vite. Actu Soins a accompagné juste derrière. Et puis l'été suivant, un éditeur m'a contacté, disant que c'était pas mal ce que je faisais, et donc il me proposait de compulser toutes ces chroniques pour en faire un ouvrage. Donc en 2019, juste avant de quitter l'armée, je publiais le premier ouvrage, soutenu par le service synthèse armée, mais une très bonne expérience, puisque ça a ouvert quand même d'autres champs des possibles. Pour rebondir sur ce que tu me disais, effectivement, le deuxième ouvrage, ça a été le guide de survie de l'aide-soignant, aux éditions Vibert, qui a été publié en 2021, je crois, oui, 2021. Grâce à Justine Van Rubeck, qui était donc éditrice junior chez Vibert. Pour le coup, c'était une expérience encore une fois tout à fait atypique, puisqu'il s'agissait de faire du professionnel, donc avec du contenu un peu plus sérieux que des chroniques, des recherches, de construire une trame, de travailler aussi en collaboration avec des éditions qui sont quand même assez monstrueuses, hein. C'est une sacrée machine, Vibert, hein, c'est pas rien. Mais vraiment super, puisqu'on a renouvelé l'expérience en publiant en février, oui c'est ça, en février dernier, les 50 outils indispensables de l'aide-soignant. Donc là j'étais en collaboration avec trois auteurs. Et puis j'ai aussi eu l'occasion de publier, mais pour une autre plateforme pour laquelle j'écris, en collaboration avec 53 auteurs, innovation et management des structures de santé en France. Donc chez LEH Édition via Manager Santé. Édition à laquelle a aussi participé Lidvine Vaillant, avec qui on co-anime ce podcast des transformateurs. Ça m'intéresse de revenir un petit peu sur Vous avez Malou, parce que c'est pareil, c'est à nouveau un projet assez innovant, parce qu'il a généré un engouement assez rapide, comme tu le disais. Est-ce que ça t'a aidé à construire un dialogue avec des professionnels, des confrères, des consoeurs, et à nourrir un dialogue autour de votre pratique? Et qu'est-ce que ça a généré pour toi, cet engagement-là, autour de tes chroniques? En fait, dès le début, comme je le disais, oui, effectivement, il y a eu un engouement. Et ce qui était assez formidable, c'est que la plupart de l'audience est évidemment aide-soignante. Et pour elles, puisqu'il y a quand même une majeure partie de femmes chez les aides-soignantes, pour elles se retrouvaient dans un quotidien qui était le leur également, avec des histoires assez similaires, en se disant finalement je suis peut-être capable moi aussi d'écrire et de proposer du contenu qui soit intéressant, qui soit touchant, qui veut dire quelque chose, et qui au-delà de ça transpire un peu de ma vision des soins. Donc la page dans le couloir pensée à un aide-soignant, qui était donc la page Facebook originale, ça a permis à certaines de me proposer des textes, de me demander des conseils, de réfléchir aussi ensemble à du contenu pour les accompagner, et puis leur dire en fait tout simplement qu'il ne suffisait pas de connaître de grands éditeurs pour publier, mais il suffisait simplement d'avoir envie et de se donner quelques moyens. Donc c'était une très très belle expérience que j'ai clôturée, puisque dès lors que j'ai changé d'étiquette professionnelle, j'ai pas voulu poursuivre cette page Facebook, puisque l'audience allait beaucoup moins s'y retrouver. Donc j'ai clôturé cette page, j'ai gardé contact avec certains lecteurs de l'époque qui m'ont retrouvé en fait sur d'autres réseaux. Et puis l'ouvrage en lui-même me permet aussi de rencontrer encore maintenant des étudiants infirmiers, des élèves aides-soignants, parce que dans plusieurs instituts de formation, il a été utilisé dans le cadre de l'unité d'enseignement 6.1, je crois, qui est donc la rédaction d'une fiche de lecture, où ça m'a donné l'occasion de discuter avec eux et d'échanger aussi sur la pratique.
D'accord. Et les anecdotes que tu racontais sur cette page-là, c'était uniquement des anecdotes que tu avais vécues en tant qu'aide-soignant militaire ou est-ce que ça reprenait aussi des moments que tu avais vécus quand tu travaillais dans le civil? Oui, en fait, dès que j'ai été aide-soignant, voilà, c'était vraiment tout ce que j'ai pu compulser. Alors, ce que j'avais expliqué dès le début sur la page Facebook, c'était que parfois, pour éviter justement de trahir ce secret professionnel qui est un petit peu notre devoir de soignant, certaines histoires, c'était un peu un mix de plusieurs, mais le liant de l'anecdote, c'était réel et parfois c'était simplement le sujet d'une seule personne. Et pour le reste, effectivement, il y en avait pour tous les goûts, du triste, du drôle, mais quand même un peu plus de drôle. Hein. Parce qu'on a quand même un métier de contact avec l'humain et souvent à l'hôpital, il y a quand même des situations très 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 drôles parce que les gens, sont nature en fait. Il n'y a plus de filtre à l'hôpital. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote comme ça? Qu'est-ce que je peux te raconter? Parce qu'il y a, comme je te l'ai dit, il y a pas de filtre à l'hôpital. Alors parfois c'est quand même un peu sur le versant sexuel. Alors on va pas raconter d'histoires sexuelles. Qu'est-ce que je peux te raconter? J'avais un patient dans un hôpital où, en fait, pour lui, l'hôpital, c'était la nourriture qui lui était servie à l'hôpital, c'était dégueulasse. Il supportait pas la nourriture de l'hôpital. Puis donc, un jour, il nous explique que maintenant, faut arrêter les conneries. Il veut bien manger. Donc, il a contacté le restaurant qui était juste à côté de l'hôpital. Et puis, nous, on était dans la salle de soins en train de discuter des patients. Et on a vu arriver tout un tas de serveurs, tout un tas de service traiteurs arriver dans sa chambre, installer la nappe, les chandelles, les bons repas. Et en fait, au-delà du fait qu'il se serve lui-même un bon menu, il avait invité tous ses copains. Et donc ils organisaient un repas gastronomique auquel on a été invité en fin d'après-midi où tout le monde avait bien abusé du rouge. Et c'était un chouette moment. Parce que c'est là où on s'aperçoit que les limites de l'hôpital, les frontières de l'hôpital, elles n'existent pas réellement. À partir du moment où aussi les soignants sont... comment dirais-je? Où les soignants collaborent avec les patients, puisqu'en soi il n'y avait rien de grave, il n'y avait pas de danger. D'abuser un peu du foie gras et du vin rouge, c'est pas un problème. Son expérience à l'hôpital a été certainement améliorée grâce à ça. D'accord, donc c'est lui qui a désobéi un petit peu et qui s'est dit bon, puisqu'ils ne veulent pas Oui, me servir un bon les menu, patients sont on n'est jamais mieux désobéissants, servi hein. que par moi-même, les patients sont désobéissants. Et plus récemment, tu as coécrit un autre ouvrage qui porte sur un thème beaucoup moins drôle et qui évoque ton expérience aussi en tant que militaire, qui est Je reste un soldat. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cet ouvrage-là aussi? Alors, Je reste un soldat, c'est un ouvrage que j'ai coécrit avec le caporal-chef Manuel Cabrita, qui est un grand blessé de guerre que j'ai rencontré lorsque j'étais soignant militaire à l'hôpital Percy. Il a été blessé en 2017 au Mali. C'était un auxiliaire sanitaire, son engin a roulé sur une bombe artisanale au Mali. Donc lorsque le véhicule a roulé, la roue avant gauche, donc lui en tant que conducteur évidemment, il était juste à côté. Il s'est pris l'ensemble de la déflagration. Et après cet accident, il a perdu un bras, une jambe et une bonne partie du visage. Et quand je l'ai eu en tant que patient dans mon service de chirurgie, donc dans le cadre du service après-vente de la réanimation, comme je lui ai dit, moi j'étais assez impressionné par le personnage qui était très résilient. Alors parfois c'est une façade, c'est aussi une façon d'être dans le déni, de ne pas prendre en compte sa pathologie, son handicap, mais en fait quand on creuse un peu avec Manuel, c'est pas du chiquet, c'est du vrai. Et je crois que c'est sa force, c'est sa véritable force. Alors, quand j'ai vu un petit peu ce qu'il en ressortait avec lui, je lui ai proposé tout simplement d'écrire un bouquin sous la forme qui lui convenait, dans le temps qui lui convenait, et chez l'éditeur qui voulait. Voilà, je lui laissais vraiment libre cours. Moi, je lui prêtais simplement ma plume et mon ordinateur pour qu'on puisse faire ça. Et en fait, il a respecté le contrat, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de temps pour y réfléchir. Et puis en 2021, donc l'année dernière, il m'a recontacté, on avait gardé le contact, mais il m'a vraiment recontacté pour ce travail, en me disant, écoute, ça va mieux, je me sens prêt, dis-moi ce qu'on fait.
Donc ça s'est fait assez vite via une visioconférence enregistrée où tous les samedis on avait rendez-vous pendant 1 heure et demie. L'ouvrage a été écrit à 4 mains en 4 ou 5 mois, avec des chapitres intermédiaires qui sont beaucoup plus institutionnels et sur lesquels j'ai pris la main parce qu'il s'agissait aussi d'expliquer aux gens comment s'organise le parcours d'un blessé de guerre. Et puis ensuite, on a eu la chance, et même l'honneur, je dirais, d'avoir le président de la République qui participe directement à l'ouvrage, puisqu'il a rédigé l'avant-propos. En souvenir du lien qui préexistait avec Manuel, puisqu'il l'avait emmené à l'époque avec lui lors de la finale de la Coupe du Monde en Russie, dans le Falcon présidentiel. Et puis, puisque c'est l'objet de son message, son avant-propos, il est quand même beaucoup plus général. Il s'adresse à tous les blessés militaires et à toutes celles et ceux qui offrent un petit peu une partie de leur vie à la défense de nos intérêts pour nous, citoyens français. Alors c'est amusant parce qu'au début de ce podcast, tu disais que tu étais un petit peu le cancre qu'on n'avait pas voulu envoyer en formation générale, et puis voilà, tu as fait aide-soignant, puis tu allé dans l'armée, puis tu as fini par écrire en fait, et ce qui fait de toi tout sauf un cancre, je pense. Et donc là, tu écris des livres seul ou à 4 mains ou à plus, comme c'est le cas avec Manager Santé. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait de toi un transformateur ? Un transformateur, alors modestement, je te dirais pas forcément que je suis un transformateur. Mais je crois que c'est surtout une volonté de faire bouger les choses et de prouver aussi aux unes et aux autres, comme je le faisais via la page Facebook à l'époque, de dire que tout le monde est capable d'eux, si ce n'est de se donner les moyens, alors qu'ils ne sont pas forcément des moyens, j'en suis la preuve, qu'ils ne sont pas forcément des moyens financiers, qu'ils ne sont pas des moyens universitaires. Justement, pour les aides-soignants, c'est de se dire qu'en dépit de leur formation, qui peut leur paraître assez souvent modeste, peu importante, discrète, et en fait, tout le monde a cette capacité de création, si tant est qu'à un moment donné, on leur fait confiance. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que si toute cette aventure s'est précipitée, c'est aussi parce que des gens m'ont fait confiance. Bernadette Fabregas d'Infirmier.com, Jean-Luc Stanislas de Manager Santé, les éditions City Édition, Vuibert, etc. Toutes ces personnes m'ont tendu la main, que j'ai accepté, mais sans eux, en fait, peut-être que j'en serais encore au stade de la page Facebook, ou alors elle aurait été supprimée depuis belle lurette, parce que je me serais épuisé en fait à écrire tout seul dans mon coin. Ouais, alors que tu avais une vraie communauté autour de toi et que tu as pu la faire grandir et l'engager encore plus en écrivant d'autres livres ensuite. Et donc par rapport au livre plutôt qui portait sur l'innovation, porté par Manager Santé, pour toi c'est quoi les perspectives et les innovations à venir pour le métier d'aide-soignant ? Là, on est quand même à un carrefour assez important pour les aides-soignants, parce que le métier d'infirmier qui lui est corrélé immédiatement, puisqu'on travaille en collaboration avec les infirmiers, il est lui-même en train d'évoluer, et vraiment d'être mieux pris en compte par les institutions, sur le plan particulièrement de la pratique avancée, où là, en fait, on s'aperçoit que les infirmiers vont devoir prendre une place cardinale dans le système de santé. Donc, à mon avis, pour les aides-soignants, ça va aller de pair. Parce que si les infirmiers se développent de nouvelles compétences, à un moment donné, ils ne pourront plus tout faire. Donc ça veut dire que pour les aides-soignants, il y a des choses qui ne sont pas non pas à apprendre, s'il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce qui est toujours un petit peu le problème lorsqu'on crée un métier, en tout cas on développe un métier qui est le fruit d'un autre. Lorsqu'on a besoin de lui donner de nouvelles activités, on va piocher dans le référentiel qui nous a servi à la base, sauf que il faut bien le comprendre, là je prie pour ma nouvelle paroisse, mais quand on est infirmier, on n'a pas forcément envie de se faire déshabiller pour donner des activités à un autre métier. Donc pour les aides-soignants, il y a des nouvelles choses à créer qui n'existent pas, je pense, surtout sur le plan de la santé publique, où là on s'aperçoit que là, c'est quand même une thématique qui prend beaucoup de place. On l'a vu avec la Covid, on l'imagine dans un autre contexte sanitaire, et même de façon générale dans toutes les actualités de la santé publique qu'on peut constater. Je disais encore qu'il y a quelques jours que l'obésité était un fléau national, international. Et pour les aides-soignants en santé publique, ça c'est quelque chose qui a, à mon sens, à développer, parce que sont les professionnels de santé de premier recours. Ils sont donc au contact direct de la personne soignée et de leur entourage. Et si eux-mêmes n'ont pas cette compétence pour éduquer, pour promouvoir, pour prévenir aussi des comportements à risque ou des situations à risque pour la santé, qui le fera ? Parce que les infirmiers en pratique avancée seront vraiment placés dans des fonctions de coordination, peut-être
un peu moins au contact permanent des patients, et donc il n'y aura plus que ces aides-soignants et éventuellement les auxiliaires de vie. Si elles et eux ne le font pas, qui le fera? Donc si on ne développe pas cette nouvelle compétence pour les aides-soignants, on va vraiment passer sous silence tout un pan de la vie des citoyens, des personnes. Et peut-être qu'on accusera le coup dans 20 ans en disant si on avait su, il y a peut-être quelque chose à créer. Mais c'est dingue d'ailleurs, parce que je voudrais revenir sur la nomenclature justement de ce métier qui est aide-soignant. Je me suis toujours dit que c'est comme si vous n'étiez pas des soignants alors que vous en êtes à part entière. Comment est-ce que toi tu vis ce terme d'aide-soignant, et si tu devais proposer un autre mot pour cette profession, qu'est-ce que tu choisirais? Comment tu le sens par rapport à ça? Aide-soignant, c'est une spécificité plus ou moins française, parce que dans d'autres pays, ça a une dénomination différente. C'est vrai que lorsqu'on parle de cette nomenclature avec les aides-soignants qui sont les principaux concernés, parfois dans leur bouche, on réduit encore un peu plus cette appellation en s'appelant aide-soin. Je suis aide-soin. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, je suis aide-soin. Alors que moi, je considère que le terme est parfois intéressant, parce que ça veut dire que l'aide qui est apportée, c'est un soin. Donc oui, effectivement, moi, toute l'aide que j'apporte à un patient, c'est un soin. En tout cas, j'imagine comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une démarche, c'était réfléchi. Il ne s'agit pas simplement de tenir la main de la petite mamie sur le passage piéton. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi, qui s'inscrit vraiment dans une démarche de santé. Et le rôle de l'aide-soignant, c'est un rôle d'accompagnant. Et je crois que sur ce rôle d'accompagnement, il y a une nouvelle appellation à créer. Mais maintenant, en fait, que cette appellation AS, aide-soignant, est entrée dans les mœurs, fait partie du vocabulaire du monde de la santé, ça sera difficile à faire bouger. C'est comme si demain, on voulait changer le nom infirmier par autre chose. Dans l'esprit des gens, ça sera très compliqué à faire entrer. Mais pour autant, il y a vraiment quelque chose à faire développer, et pourquoi pas déjà demander aux aides-soignants, qui sont eux-mêmes les principaux intéressés, ce qu'ils en pensent. Mais à mon avis que ça va emporter pas mal de suffrages, parce que c'est quelque chose qui est non exprimé, qui n'a pas un besoin très exprimé. Lorsqu'on parle avec ces aides-soignants, c'est la première problématique de se dire tiens, j'aimerais bien changer de nom. Mais ça fait surtout partie des besoins non exprimés, qui sont aussi une façon parmi tant d'autres de valoriser, de lever l'attractivité sur ce métier. Ouais, d'avoir une reconnaissance, parce que en t'entendant, je me dis, si l'aide est un soin, alors le soin c'est quoi justement? Si tu mets les deux mots côte à côte, aide, soignant, si l'aide est déjà un soin, est-ce que du coup pour toi le soin c'est un geste technique, ou au contraire est-ce que c'est aussi l'aide? C'est quoi la différence pour toi? En tant qu'aide-soignant, sur le plan technique, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'on va me jeter des cailloux si on entend ça, mais c'est vrai que sur le plan technique, il n'y a pas énormément de choses, et le gros de l'activité AS, c'est pas seulement de faire une toilette et d'habiller une personne, c'est aussi de mobiliser des outils relationnels. Et ça, c'est vachement compliqué. Il s'agit de dire la bonne chose au bon moment, de trouver les mots, parfois pas les mots, de savoir écouter. Ça, c'est pareil, c'est quand même une compétence qui est quand même assez difficile à maîtriser. Il faut savoir écouter, il faut savoir aussi synthétiser ce que les patients nous racontent. Il faut aussi savoir mobiliser une forme de compétence de diplomatie, parce qu'il s'agit de faire le tampon avec le médecin, avec l'infirmière, avec le kiné, avec la SH, vraiment être au centre de tout, et avoir cette vision transversale de l'approche soignante, qui va de la prise en charge clinique jusqu'à la prise en charge sociale, voire même un peu plus au-delà. Parce que quand on est soignant au domicile, par exemple chez moi dans le nord de la France, on ne se limite pas seulement à venir faire la toilette à Madame Geneviève qui a 70 ans, qui habite dans un logement social. On regarde ce qu'il y a autour. On regarde l'état de son appartement, on se renseigne de savoir si elle a des aides ou des auxiliaires de vie, on regarde ce qu'elle a dans son frigo, on regarde la façon dont elle est habillée. Et tout ça, c'est une compétence en elle-même qui n'est pas de la technique, mais qui est, je pense, le cœur de métier de l'AS. Parce qu'une toilette, d'ailleurs, quand vous êtes en formation AS, très souvent, on entend bruisser dans les couloirs cette phrase qui dit si tu sais te laver, tu sais laver quelqu'un. Donc ça prouve bien que, a priori, la technique, elle est bien présente, mais elle n'est pas fondamentale, puisqu'on considère que tout le monde peut le faire. Même si ça, je ne le crois pas non plus. Mais
il faut vraiment valoriser donc ce côté non technique, qui sont parfois même des compétences douces de l'aide-soignante, mais qui sont son cœur de métier, davantage que la toilette ou l'accompagnement, la collaboration avec l'infirmier. Alors dans d'autres services en réanimation, si on continue, là on est vraiment sur de la technique, mais c'est de la technique en collaboration. D'accord. C'est vraiment différent. Et toutes ces compétences interpersonnelles, là, quand tu dis quand on sait se laver, on sait laver quelqu'un, tu rentres quand même dans l'intimité, dans la dignité de la personne. Donc tout ça s'apprend où, en fait parce que... Comme je te dis, c'est vrai que toutes ces compétences douces, moi j'ai une capacité, alors je sais pas si c'est une qualité, mais de pouvoir mettre nu une personne assez rapidement. En toute confiance. Beaucoup de personnes se sont déshabillées devant moi sans que je leur demande quoi que ce soit. Et ça, en soi, c'est quand même une compétence. C'est-à-dire que en quelques minutes, j'arrive à créer un lien de confiance suffisant pour que les personnes acceptent, à leur degré ou rarement de force quand même, mais avec plus ou moins de facilité, de se déshabiller et de se montrer à moi dans leur intégralité, dans ce qui est de plus intime. Et d'accepter aussi que je touche. Parce qu'il y a du contact. Il ne s'agit pas simplement de mettre les gens nus sous la douche. Il faut aussi parfois les toucher, leur toucher le dos, leur toucher les parties intimes. Et ça, c'est, à mon sens, vraiment ma compétence d'aide-soignant. Quel moment, de quelle façon, et ça vraiment doit faire l'objet de réflexion, parce que comment on peut créer en si peu de temps un lien de confiance suffisant pour que les gens acceptent de se mettre tout nus. Alors que dans ma vie quotidienne, ça n'arrive pas. Quand je me promène, rarement les gens se mettent nus quand je discute avec eux 2 minutes. Donc ça veut dire que vraiment, dans le cadre professionnel, même si je pense qu'il y a une forme de contrat moral, lorsqu'on vient à l'hôpital, on accepte aussi ce que les soignants peuvent nous dire. Mais moi, personnellement, même si je vois une aide-soignante, je n'ai pas franchement envie de me mettre nu tout de suite comme ça. Donc, à un moment donné, il faut mettre en place des outils, peut-être de façon inconsciente, même très certainement de façon inconsciente, mais qui sont la vraie compétence de l'aide-soignant. Ouais. Et dans tes ouvrages de guide de survie des aides-soignants, est-ce que ça, c'est ces compétences douces de l'aide-soignant? Est-ce que c'est des choses dont tu as parlé, ou est-ce que tu as uniquement évoqué les aspects très pratico-pratiques de ce métier? Non, parce qu'en fait, lorsqu'on a proposé le guide de survie, lorsqu'on a évoqué la trame générale de l'ouvrage, moi, ce que j'ai fait remonter immédiatement, c'était qu'il fallait parler concrètement aux aides-soignants et aborder les questions les plus intimes directement, sans tabou. Il fallait parler de la toilette, il fallait parler de la nudité, il fallait parler des odeurs corporelles. Et grâce à mon témoignage, modestement, parce que moi c'est ma vision des choses, mais lorsqu'on en parle avec d'autres aides-soignants, c'est encore une autre appréciation. En tout cas, grâce à mon témoignage, d'imaginer qu'effectivement, oui, il y a des odeurs, oui, la nudité, oui, sont des corps abîmés par la vieillesse, par la maladie, mais les compétences, comme tu dis, interpersonnelles, douces, qu'on peut mobiliser au travers de cela, voilà comment on peut les mobiliser, comment on peut les entretenir, comment on peut les faire grandir. Et à mon sens, c'est vraiment un travail qui est franchement pas individuel. Ça se fait vraiment au sein d'une équipe, d'un collectif, où même moi, lorsque parfois j'étais fatigué, que j'en avais un peu ras-le-bol, ça fait du bien de parler, d'avoir des collègues, de pouvoir prendre un petit peu appui sur les uns et les autres, et d'avoir des ressources ici dans un service, parce que la qualité de vie au travail, elle est importante, certes, mais la vie du groupe, la vie du collectif, elle est essentielle. On arrive déjà presque à la fin de cet épisode. Il y a encore 2 questions qu'on pose à tous les invités de ce podcast Les Transformateurs, que tu connais déjà. C'est quelle est ta devise? Moi j'ai une devise, mais c'est une devise inversée. Vas-y. Donc je dis toujours que quand on veut, on peut, j'y crois pas. Je me dis toujours que quand on peut, on veut. Et donc c'est un petit peu le liant de tout ce podcast, parce que j'avais envie, mais j'ai pas toujours pu. Par contre, dès qu'on m'a donné la capacité j'en voulais un peu plus, forcément. Donc quand on m'a donné de la confiance, j'ai voulu produire. Quand on m'a donné du temps, j'ai consacré aussi ma fibre artistique à d'autres choses. Quand pour Manuel, je lui ai donné ma plume, forcément il a voulu écrire. Je pense que c'est ça en fait. Toute notre vie, elle est plutôt orientée sur comment notre environnement il peut être capacitant. Comment dans une organisation de travail, dans ta vie quotidienne, dans ta famille, comment tu peux grandir, mais comment on peut te donner les moyens pour vouloir. S'il ne s'agit pas que de vouloir.
Moi, d'où je viens d'un milieu très ouvrier. Même si j'avais envie de faire de grandes études, mes parents derrière n'avaient pas l'argent pour me payer les études. Donc c'est bien beau de vouloir pour pouvoir. En définitive, on arrive assez vite à un mur. Alors que quand on peut, c'est-à-dire quand on a des moyens, qui ne sont pas toujours des moyens financiers, comme je le disais tout à l'heure, forcément on veut. La confiance, ça peut faire déplacer des montagnes. Je pense que beaucoup de soignants attendent justement qu'on leur donne cette confiance, beaucoup de soignants ou de futurs transformateurs attendent qu'une chose, c'est d'avoir cette confiance-là pour pouvoir se lancer dans plein de projets. Et la dernière question qu'on pose toujours, c'est qui voudrais-tu inviter, qui voudrais-tu qu'on invite dans ce podcast à ta suite? Parce que j'ai discuté avec lui ce matin, j'aimerais bien inviter Jean-Luc Stanislas. Tiens donc, vous connaissez. Parce que je suis persuadé qu'il a plein de choses à dire, et notamment sur quelque chose qui me touche beaucoup, c'est le management bienveillant. Le management bienveillant, c'est quand même quelque chose d'essentiel. On le voit que c'est une aspiration qui est assez importante pour les professionnels de santé, parce qu'on parle souvent d'attractivité. C'est un petit peu la thématique à la mode quand on parle des soignants. L'attractivité, elle n'est pas seulement que financière. Elle est aussi auprès de la qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail, elle passe par ce que tu croises au quotidien, c'est-à-dire ton management. Parce qu'à l'hôpital, on a quand même un management très resserré, assez important. Et s'il n'est pas bienveillant, très rapidement dans ce monde qui est censé assez être humain, on se retrouve face à un mur et les professionnels de santé perdent tout à fait leur engagement et leur solidité à travers l'exercice de leur profession. D'accord, bon, écoute, on le contactera. Je pense qu'on doit avoir un contact avec lui quelque part pour lui proposer un épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'ai adoré cet épisode parce que je trouve que ça a couvert plein de sujets vraiment variés. Et tu es le premier aide-soignant d'ailleurs qu'on invite dans ce podcast. Donc ça nous a fait découvrir un volet du soin dont on n'avait pas encore beaucoup parlé dans ce podcast et que je trouve très important. Donc merci beaucoup Alexis. Merci Domitille. Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé. Et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site l'hôpital.care, lowpital.care, rubrique communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.